Bonjour à tous, vous regardez Place aux experts sur la Carbao TV. Vous connaissez maintenant tous le fonctionnement de cette émission et son but. Nous allons aborder une thématique qui vous intéressera certainement, un sujet d'actualité. Et nous avons convié 4 experts sur le sujet du jour, qui sont d'éminents membres Carbao, qui viennent de partout en France, justement pour ce tournage. Et nous allons pouvoir mettre leur expertise en jeu sur cette émission. Je vous présente Vincent Lartigot, membre Carbao Versailles, beaucoup d'années d'expérience dans les métiers du bâtiment l'ont mené à créer sa structure de diagnostic immobilier, Diagnostil. C'est souvent grâce au diagnostic que les solutions se mettent en place. Nous allons voir cela. Johan Steppen, membre Carbao Val d'Europe, qui représente ici la société Atheum Conseil, qui est du courtage en travaux, semble-t-il. Tout à fait. Et spécialiste aussi dans la rénovation intérieure et extérieure. Nous parlerons donc, entre autres, d'isolation thermique. David Cordu, membre Carbao de Romans-Rovaltin, gérant de l'entreprise Ecotherm, plombier chauffagiste. David nous conseillera certainement sur des solutions innovantes et tendances en matière de chauffage. Et enfin, Laurent Trolla, de Carbao Tain-l'Hermitage-Tournon, ou même Tournon-Tain-l'Hermitage, ça dépend quel côté du Rhône on se situe. Architecte de son état, tu travailles pour les particuliers et tu es spécialiste notamment sur les rénovations lourdes pour faire du locatif. Et depuis quelque temps, tu commences à te frotter aux bâtiments industriels, me semble-t-il. C'est ça. Merci encore une fois d'être là tous les 4. Aujourd'hui, l'économie d'énergie est un sujet d'actualité majeur pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Le secteur du bâtiment représente 44% de l'énergie consommée en France. C'est pour cela que nous allons nous pencher sur ce sujet. Nous aborderons avec nos experts les solutions techniques, que ce soit pour le neuf ou la rénovation, mais aussi les diverses obligations ou aides existantes. Vincent, pour commencer cette émission, je pense qu'il faut que nous parlions du DPE. Tout à fait. C'est un nom savant. Tu vas nous expliquer en quoi cela consiste et bien sûr ce que cela engage une fois que ce diagnostic est établi. Alors le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Il mesure la consommation d'énergie d'un bâtiment et la production de CO2. Aujourd'hui, avec la loi énergie et climat, la loi résilience, la réforme sur le DPE, il impacte grandement le devenir d'un bien immobilier, puisque dans les années à venir, il va être l'outil qui permettra de dire si ce bien immobilier est déclaré indécent ou pas. Il faut savoir qu'au 22 août 2022, il ne sera plus possible d'augmenter les loyers des biens qui sont loués en F et G. Au 1er janvier 2023, il ne sera plus possible de louer un bien qui dépassera les 450 kW par mètre carré par an de consommation d'énergie primaire. À partir du 1er janvier 2025, ça sera la lettre G qui ne pourra plus être louée. Et à partir de 2028, tous les biens qui seront en F ne pourront plus eux aussi être loués. Ça a donc un impact extrêmement important sur l'investissement, sur la stratégie de nos biens immobiliers et probablement sur le marché qui commence petit à petit à s'en ressentir. Ouais, donc il y a des vrais enjeux sur ce DPE et sur ce qui va se passer très rapidement. Il y a de vrais enjeux. Alors la loi va certainement encore évoluer parce que tous les décrets ne sont pas sortis, mais il y a effectivement de véritables enjeux d'isolation, de construction, de travaux qui vont s'en suivre pour réussir à monter tous ces biens sur la lettre E, D et au-delà. D'accord. Bah, du coup, alors si on parle d'isolation, il faut produire du chauffage. David, comment faire ses choix sur on va partir sur la rénovation, on viendra peut-être sur le neuf par la suite. Mais voilà, si on a un projet, que ce soit à titre professionnel ou personnel, le chauffage, comment ça se choisit, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, effectivement, donc on étudie donc l'isolation qui est la maison A l'année. Donc suite à cette isolation et sa classe énergétique, on va pouvoir apporter une solution aux personnes qui font appel à nous. Donc effectivement aujourd'hui, les gens ont du mal à choisir ce qui leur convient réellement, parce qu'ils n'ont pas réellement la notion
la notion des appareils à choisir avec les aides qu'il y a, ils sont plutôt orientés vers des aides, là où ils ont le plus d'aides en réalité. Ah oui, d'accord. Ça veut dire qu'ils réfléchissent pas vraiment à la finalité, C'est ça, mais plus en termes de budget tout de suite. tout à fait. Et donc là, toi, dans ton métier, tu vas amener du conseil, peut-être Ah, tout à fait. les diriger sur d'autres choix que juste le choix pécunier. Tout à fait, je leur propose plusieurs choix, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a les chaudières granules, il y a les pompes à chaleur, il y a les pompes à chaleur hybrides, il y a les chaudières, quoique on est en train de les enlever un petit peu, les chaudières de condensation. Et aussi, on a le solaire thermique, qui lui aussi, on économise environ, suivant les émetteurs. Les émetteurs, ça peut être des radiateurs ou des planches chauffantes. Donc sur le radiateur, on arrive à économiser entre 40 et 45% de la consommation existante. Et sur du plancher chauffant, on est plutôt à 50-60% d'économie d'énergie. C'est un investissement un peu plus lourd. Mais à long terme, on se retrouve, lorsque les prix des énergies augmentent, le soleil n'augmente pas, jusqu'à qu'on ne met pas de taxes. Pas encore. Pas encore. Donc on essaie de les orienter suivant donc l'isolation que la maison a. Effectivement, très souvent, on les conseille de isoler la maison. L'isolation avant le chauffage. Tout à fait. Ah, bah alors moi, dans ma structure d'émission, j'étais parti sur l'inverse. Je voulais faire intervenir Johan, justement, sur l'isolation. Donc, Ouais, parce que je reviens vers toi après, mais on va lancer. C'est vrai que si on met une bonne pompe à chaleur, mais que les murs, ce sont des passoires et que les fenêtres laissent passer... Elles sont pas étanches. sont pas étanches, la pompe à chaleur va pas avoir un grand intérêt. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de privilégier, on va dire, la défense, je dirais. On va consommer autant. Voilà, c'est ça. Et parce que des fois, les pompes à chaleur sont pas tout le temps adaptées ou en fonction du type de maison ou en fonction de l'isolation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de solutions pour déjà faire en sorte que la chaleur s'en aille le moins possible de votre demeure, par une isolation par l'extérieur, les toits aussi. Les toits, en général, il y a une grosse déperdition par la toiture. Et oui, parce que la chaleur monte. C'est la plus grosse déperdition. D'accord. C'est par le plafond. Alors c'est vrai qu'il y a quand même de grosses sociétés de fenêtres aujourd'hui qui existent depuis plus de 20-30 ans. Le marché de la fenêtre est un gros marché. En réalité, déperdition par les fenêtres, c'est 10-15%. Ce qui est important aussi quand même dans une maison. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut commencer par le début, comme dit David. Après, les fenêtres, c'est une bonne chose de changer. Par contre, il faut qu'elles soient bien posées. Parce qu'une fenêtre mal posée, on a une fenêtre qui est très isolante, parfait, mais si l'air, elle passe de chaque côté, donc il y a une technique, il y a des joints qu'il faut mettre, il faut poser ça dans les règles de l'art. Oui. Sinon, vous avez une belle fenêtre, mais elle fait pas son effet, quoi. Oui, il peut y avoir un super vitrage et tout ça, mais si ça passe par à côté, c'est pas la peine. Si les fenêtres sont mal mesurées, ça pose problème. Ça peut être un gros problème, oui. Ouais, parce que les rustines, ça marche pas. C'est un peu dommage. Ou alors on voit fleurir de la mousse polyuréthane un peu partout là autour des fenêtres, histoire de réparer ce qui n'a pas été posé correctement, quoi. Ok. Et tu parlais tout à l'heure, Johan, de l'isolation extérieure. Tu peux l'isolation par l'extérieur, l'idée c'est vrai que le parc immobilier est assez vieillissant, même si aujourd'hui on recherche... il y a beaucoup d'immobilier neuf, mais aujourd'hui en France, le foncier, c'est quand même, ça serait aussi quelque chose de très intéressant à développer. On manque de terrain en France, mais le parc est assez vieillissant. Et l'idée, c'est de rénover, et les gens ne savent pas trop par où commencer. Alors c'est vrai qu'ils regardent un peu par rapport aux aides, mais les aides, ça fait pas tout. Hein. L'idée, c'est quand même de faire appel à des experts pour voir un petit peu l'isolation. Donc l'isolation par l'extérieur, il s'agit de mettre plusieurs matériaux, hein, mais en général ça peut être du polystyrène extrudé qui fait une bonne dizaine de centimètres, et après il y a un crépi bien évidemment qui est appliqué par dessus et qui permet de faire de belles économies d'énergie.
Donc ça permet d'avoir, en plus du parpaing ou en fonction du type de maison, d'avoir une baisse d'isolation. Après, ça fait pas tout, hein. Il faut quand même que il y a des ponts thermiques aussi qu'il faut traiter. Il y a la ventilation aussi. La ventilation d'une maison, ça, on n'y pense pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup. Mais d'ailleurs, avec ma prime Rénov', il y a des aides sur ce qu'on appelle les VMC double flux, qui permettent de chasser l'humidité d'une maison. Et ça permet de faire de grosses économies d'énergie. On en parle de plus en plus maintenant. Eh oui. Moi que je suis dans le domaine, oui. On en parle de plus en plus. Oui, en fait, de cette VMC là, une VMC double flux par exemple, c'est en termes de performance énergétique, c'est l'équivalent de changer toutes les fenêtres d'une maison. Alors il y a l'efficacité énergétique. Effectivement, on a besoin de renouveler un taux d'air suffisant en fonction du volume de la maison, et non pas trop et non pas assez. Et aujourd'hui, en même temps, vu que les maisons deviennent de plus en plus étanches, on parle de l'oxygénation dans la maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CO2 que nous dégageons, les vaisselles que nous utilisons, les peintures que nous appliquons, en fait, tous ces solvants-là viennent polluer dans la maison. Donc aujourd'hui, en même temps, avec mes clients, je parle quand même de l'oxygénation de la maison. Oui, il ne faut pas que ce soit un aquarium trop étanche pour justement qu'on se pollue à l'intérieur. Il faut qu'il y ait un flux d'air pour renouveler tout ça. Exactement. Et le gros avantage de la VMC double flux par rapport à une VMC traditionnelle, c'est que la VMC double flux chauffe l'air qui rentre dans la maison. Alors que la VMC traditionnelle, elle aspire de l'air froid et c'est au chauffage de la maison de faire le nécessaire pour monter en température. Donc l'idée de la VMC double flux, c'est aussi de ramener de l'air tiède dans la maison et que le système de chauffage n'ait plus qu'à chauffer le delta qui reste. Alors 19 degrés, personne n'y croit, mais au moins 20 ou 21 degrés pour que tout le monde soit confortablement assis devant sa télé et n'ait pas 2 ou 3 plaids dessus soi pour être confortable, quoi. Dans le cadre du DPE, en dehors du type de chauffage, c'est effectivement d'abord l'isolation qui apporte le plus de bénéfices, ensuite la VMC, quel que soit le type, mais en tout cas la VMC qui aussi apporte le plus de protection contre les pertes de chaleur. Et donc, alors, si moi, par exemple, j'ai un projet de rénovation, la VMC, qui c'est qui va me la conseiller? C'est l'architecte? C'est le plombier chauffagiste? En général, comment ça se passe? C'est le premier interlocuteur que vous avez face à vous. Ouais. Alors, si vous faites que changer la VMC, si vous faites que changer le chauffage, eh ben, c'est votre plombier ou votre professionnel. Sinon, c'est l'architecte, le maître d'œuvre qui va vous conseiller de passer sur une VMC double flux pour la raison que j'ai expliquée précédemment, de manière à pas envoyer de l'air chaud chauffer les hirondelles, quoi. Aujourd'hui, le DPE est quand même quelque chose qui est en train de... Et le document qui est en train de dire si vous pouvez louer ou pas, en fait. Et j'ai plutôt tendance à conseiller à mes clients d'en faire un, à vide, avant toute rénovation, avant tout, pour savoir où est-ce qu'ils se situent, et à partir de là, avec les solutions qu'ils envisagent, de savoir, en les rentrant dans le DPE, de savoir quelles lettres ils atteignent et si ce sont les bonnes solutions. Parce qu'aujourd'hui, quels que soient les travaux que vous puissiez faire dans votre logement, c'est une fois que le DPE sera fait, vous saurez si vous pourrez le louer, et si vous ne pouvez pas le louer, à quel prix vous allez pouvoir le vendre. Donc, je pense d'abord la première étape. C'est devenu la première étape. Ça peut aussi peut-être permettre d'orienter le client sur le type de rénovation qu'il va enclencher. Exactement. Et peut-être même avant d'un projet de vente. C'est de faire les rénovations, ce qui va me permettre d'avoir de la plus-value sur la vente. Dans certaines régions urbanisées, ça peut faire partie de la stratégie immobilière, effectivement. Ouais. Quand on a un bien qui est en FG, est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on on recommence à le isoler à nouveau? Est-ce qu'on fait des travaux? On ne fait pas de travaux? C'est vraiment le début de la réflexion pour moi, aujourd'hui. Après, on n'a pas d'agent immobilier, là. Ça aurait été sympa d'en avoir un, parce que lui, avec son client, il va vendre du mètre carré. Ouais. Donc sur notre région valentinoise,
la pression foncière, elle est forte, mais elle n'est pas extraordinaire. Si vous partez sur des zones comme Paris ou des grands centres urbains, vous pouvez avoir de perdre 1 ou 2 mètres carrés sur votre rénovation et 1 ou 2 mètres carrés à, je sais pas, je dis peut-être des bêtises. Sur Paris, c'est peut-être aux alentours entre 6, 7, 8 000 euros du mètre carré, suivant les... voilà. Donc moi, je suis pas du secteur, donc effectivement, je suis en dedans. Ça peut très vite... Donc après, il faut voir entre si on le vend rénové, si on le vend... est-ce que... J'ai un exemple comme ça, effectivement, d'un bien de 22 mètres carrés, de 22,4 mètres carrés, dont la rénovation pour augmenter, qui était en G, et dont la rénovation pour passer en E, nécessitait une isolation de 12 ou 13, je crois, et donc on est passé à 21 mètres carrés. Après rénovation, donc effectivement, le simple fait de mettre aux normes environnementales aujourd'hui le bien, c'était à peu près 10% de dépenses entre la perte de mètres carrés à 8500 du mètre et les travaux d'isolation. Ce n'était que les travaux d'isolation des murs, hein. Pas de ventilation, pas de chauffage, rien du tout. Ni de menuiserie, rien. Ni de menuiserie. Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui comme aide? Qu'est-ce que l'État se mouille avec les gens qui vont entamer des procédures? Sur le neuf, non. Dans le neuf, il n'y a rien. Sur le neuf, il n'y a rien. Et sur la réno? Sur la rénovation, depuis quasiment 2 ans, il y a MaPrimeRénov' qui a refait une mise à jour là, début 2022. Il y a des aides en fonction, alors ce qui est plutôt bien je trouve, parce que c'est en fonction du réel gain énergétique, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment quelques petites aides pour quelques fenêtres. On va être sur maximum 100 € par fenêtre, mais ça c'est pour les cas des foyers les moins privilégiés. Mais par contre, effectivement, sur des VMC double flux, il y a de très belles aides. Pour certaines pompes à chaleur RO, par exemple, en RR, il y a quasiment rien, même si l'État vient de voter, suite au conflit avec l'Ukraine et la Russie, une aide supplémentaire de 1 000 € pour une pompe à chaleur. Donc il y a des aides. Ouais, une pompe à chaleur en moyenne. Une pompe à chaleur, c'est 15-20 000, hein, à peu près. Hein, enfin, entre 13 et 20 000 € en fonction, bien sûr, en fonction de la dimension de la maison. Dimension de la maison. On est bien d'accord. De la marque aussi, hein. Oui, aussi. De la marque aussi, hein. Ça. David, un petit mot, je vois que tu. Oui, non, ça va très bien. Non, mais c'est bien ça. Donc effectivement, il y a aussi ce qu'on appelle les C2E, les certificats économie d'énergie, qui sont délivrés par les groupes pétroliers, en fait, les plus polluants, on va dire. Donc c'est eux qui payent. Et donc effectivement, aujourd'hui, une pompe à chaleur, c'est ça, donc c'est entre 13 et 15 000 €. Ça va dépendre de la grandeur de la maison. Et donc en fait, les aides, c'est moyennement, après il faudra les barèmes suivant le revenu, je crois que le plus modeste, au total, avec les C2E et MaPrimeRénov', je crois qu'il a à peu près 9 000 € d'aide au total. Merci messieurs. Merci le temps de l'émission nous oblige à couper à un moment donné la discussion. Dommage, on avait encore des choses à dire. Mais vous connaissez le chemin pour revenir nous voir maintenant. Parfait, on prend note. Donc, eh bien, vous aussi prenez note, chers téléspectateurs, et puis rendez-vous à la prochaine réunion, la prochaine émission Place aux Experts. À très bientôt, et n'oubliez pas de vous connecter sur notre chaîne YouTube. Bonne journée, merci encore messieurs. Merci. Au revoir.